À 5 ans, les enfants ne font pas que s'amuser. Ils peuvent aussi apprendre à penser et à dialoguer de manière critique. Une étude subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada a été réalisée auprès d'élèves de la fin du primaire dans des classes d'Australie, du Mexique et du Québec. Cette étude indiquait que pour parvenir au dialogue critique, les élèves passaient d'abord par un échange anecdotique, puis monologique, dialogique non critique et finalement dialogique quasi-critique. Le présent vidéo vise à illustrer comment chacun de ces types d'échanges se manifeste chez des enfants de 5 ans. Pour ce faire, nous avons suivi une classe d'enfants de l'école Sainte-Marie de Shawinigan durant une année scolaire complète. L'enseignante, Suzanne Ayotte, utilisait l'approche de philosophie pour enfants et le matériel intitulé Les contes d'Audrey-Anne, publié en 2002 dans une perspective de prévention de la violence. Allons dans la classe de Suzanne. Ainsi font les enfants et puis les grands. Mais après ça, je dis, ainsi pensent les enfants tout comme les grands. Et nous posons des questions, on en parle, et nous posons des questions, on en parle tous en rond. L'approche de philosophie pour enfants a été mise de l'avant au début des années 1970 par le philosophe américain Matthew Lipman. Grâce à sa collaboratrice, Anne-Margaret Sharp, la philosophie pour enfants est maintenant implantée dans 50 pays. Le but de cette approche est de stimuler chez les enfants la pensée et le dialogue critique, tout en favorisant des attitudes de collaboration, de sensibilité au contexte, de tolérance face aux divergences d'opinion, et avec l'ouverture d'esprit nécessaire pour s'auto-corriger. L'approche de Matthew Lipman comprend 3 étapes pédagogiques, soit la lecture d'un conte philosophique aux enfants, la collecte des questions dont les enfants aimeraient discuter, et l'échange en communauté de recherche sur ces questions. Le papillon blessé. Philippe et Audrey-Anne. Audrey-Anne, c'est elle, puis Philippe, c'est son ami, c'est son petit copain. Ils font partie d'une expédition organisée par l'école. Ben, comme nous, là, on va aller à la ferme, eux autres sont allés à une expédition. Ils font, écoute bien, une chasse aux papillons. Ben, pas pour les attraper, là, puis pas pour les tuer, seulement pour les observer de près. Alors, tu vas réfléchir à toute mon histoire, et si tu as une question, je vais l'écrire sur mon grand carton. Ou ça peut être quelque chose qui t'a étonné aussi. Comment ça que les papillons de Chanel brisé? Le papillon. Je vais écrire plus petit, hein, parce qu'au cas il reste léger. Le papillon va-t-il sur la plage Pour prendre du nectar. pour prendre du nectar? Hey, madame, je vais prendre Sophie aussi parce qu'elle n'a pas d'idée. Je n'ai Attends pas. un petit peu, je vais juste finir celle-là, hein, du nectar. À la toute première séance de philosophie, comme nous allons le constater, l'échange est anecdotique, c'est-à-dire que les enfants, pour répondre à la question choisie, racontent des anecdotes en lien avec leurs expériences personnelles, ou encore ils proposent des hypothèses farfelues. OK, en question d'Ariane, hein, tu veux-tu la redire ta question? Oui. Comment l'aile du papillon s'est brisée? Puis moi, je sais la réponse. Peut-être. Oui, peut-être. Il était sur le bord d'une rivière avec plein de roches. Puis là, il y avait quelqu'un qui marchait puis qui faisait débouler des roches. Puis que là, le papillon, il essayait de voler parce qu'il y avait une roche sur son aile. Puis il y a un morceau de son aile qui est brisé. Alors, on va demander si tu connais à Alison qui est tantôt à cette Si le papillon, ça veut déchirer, là, ça veut dire... C'est peut-être que j'ai vu, là, chez moi, j'avais vu un gros cheval, puis c'est peut-être ça, il s'est cassé la selle.
Tu penses que c'est le gros chat que tu as vu qui a pu déchirer l'aile du papillon? Oui, c'était mon Piggy, puis il voulait faire caca dehors, quoi. Il voulait pas faire caca toujours chez moi, puis il voulait sortir dehors, puis là, il a sorti ses griffes quand il avait vu un papillon. C'est un chat. Puis avec ses griffes, il a déchiré l'aile. OK. Eliane? Peut-être qu'il volait aussi un petit lac, fait qu'il y a un crocodile qui a ouvert sa bouche, fait qu'il a failli l'attraper. Pas chanceux, ton papillon, par un crocodile. Alors, est-ce qu'on s'entend, les amis, que le papillon, avec son aile déchirée, il est blessé? Est-ce que tout le monde est d'accord que le papillon, il est blessé? Okay. Nous sommes retournés dans la classe de Suzanne quelques semaines plus tard. Comme nous le verrons dans l'extrait suivant, l'échange des enfants était encore anecdotique, mais leurs interventions avaient gagné en réalisme. Sur le plan épistémologique, il y avait donc eu progrès. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des enfants qui sont plus rapides, puis qui font comme la maman chien, les enfants, là, ils s'en vont. Tu as compris la question, William? Moi, je cours plus vite. Ah, toi, tu cours plus vite. Puis quand tu cours vite, est-ce que tu laisses les amis qui courent moins vite derrière toi? OK. Pourquoi? Je sais pas, ils courent moins vite que moi. Tu les laisses derrière toi parce qu'ils courent moins vite que toi, Victor? Moi, je cours plus vite que ma soeur. Et tu la laisses derrière toi. Pourquoi tu la laisses derrière toi? Parce qu'elle court moins vite. Ben, moi, je cours presque plus vite que ma mère. Parce que j'ai des longues jambes. Moi, je l'aide à courir, ma soeur. OK. Tu peux l'aider à courir. Elle court, mais longtemps, elle court plus vite parce que faut que je filme la main parce qu'elle est plus petite que moi. Là. Des fois, elle a des couettes. OK. Quelques mois plus tard, nous sommes à nouveau retournés dans la classe de Suzanne Ayotte. L'échange des enfants avait progressé vers ce que nous appelons le monologique. Comme va l'illustrer l'extrait suivant, l'échange monologique est caractérisé par des réponses brèves et indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que chaque enfant suit sa propre idée, sans se soucier de la relier aux idées émises précédemment. Et, deuxième caractéristique, par une difficulté à justifier son point de vue. Alors, ta question, toi, tu voulais savoir pourquoi Jeanne a arraché les cheveux de la poupée. C'était ça, hein? Ça t'intrigue. Pourquoi elle a fait ça? Alors, est-ce qu'il y a des amis qui peuvent aider Alissa? C'est parce que Audrey-Anne ne voulait pas prêter la corde à danser. Pourquoi elle ne voulait pas prêter la corde à danser? Parce qu'elle voulait pas. Est-ce qu'on peut trouver des raisons? Des fois, si elle m'aurait prêté sa corde, elle n'aurait pas pu sauter, ça n'aurait jamais mal, elle aurait été plus courte. Oui. Est-ce que c'était méchant de pas prêter sa corde à danser? C'était méchant pour toi? C'est difficile. Est-ce qu'Ariane, tu peux aider Sarah? Parce que des cordes à danser, ça se prête. Audrey-Anne, est-ce que tu nous as dit qu'Audrey-Anne était méchante parce qu'elle ne voulait pas prêter sa corde à danser? Parce que Ariane a dit, elle, qu'une corde à danser, ça se prête. Puis quand on ne la prête pas, on est méchant. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Non. Non. OK. Une amie qui dit non, c'est ça qui arrive. Pourquoi? C'est parce qu'elle n'a pas le goût de la prêter. Ah, elle n'a pas le goût. C'est pas parce qu'elle est méchante nécessairement. OK. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres amis qui ont dit non et qu'il y avait d'autres raisons? Jessiane? Parce que c'est pas parce qu'elle est méchante, c'est juste parce qu'elle est peut-être fragile. Qu'est-ce qui est fragile? La tête de poupée. Non, poupée.
L'extrait suivant va illustrer le passage de l'échange monologique à l'échange dialogique. Ce dernier type d'échange est caractérisé par un début de communauté de recherche, c'est-à-dire que les enfants sont capables d'écouter les idées des pairs et de construire leur propre intervention à partir de ces dernières, et qu'ils sont capables de justifier leur point de vue. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, que ça fait pas mal les mots, puis que même si on crée des noms, c'est pas grave, comme Audrey-Anne elle pense? Jessia. Est-ce que c'est vrai que les mots, ça fait pas mal? Oui. Pourquoi c'est vrai? Ça fait pas mal, mais c'est juste que des fois, on s'en va dire si c'est des mots méchants. Ça fait pas mal. Êtes-vous d'accord avec Jessia? Non. Oui. Non. Des fois, on dit mais ça, c'est pas un beau nom. Fait que si on le dit à quelqu'un, mais ça veut dire crier des noms. Parce que moi, on dit ça veut dire crier des noms parce que ça fait mal à l'ami, puis crier des noms, c'est ça. Ça fait mal. Donc, tu n'es pas d'accord avec Jessiane? Moi, c'est, mettons, j'ai des noms, puis il nous fait un nom vraiment pas gentil. Des fois, ça veut nous faire mal dans notre cœur. OK, donc tu n'es pas d'accord que ça fait? Je trouve comme la culture. Attends, écoute bien. Hein? Qu'est-ce qui fait le plus mal? Quand on entend crier fort ou se faire crier des noms? Entendre crier plus fort. Je suis pas d'accord. Dis-lui pourquoi tu n'es pas d'accord. Parce que entendre crier, ça fait pas mal. Parce que chez moi, j'entends crier, mais c'est crier des noms qui fait le plus mal. Parce que ça nous fait trop dans le cœur. Non, mais tiens, mettons une fille, en mettant full fort, puis un mot full pas gentil, ça fait genre comme ça. Pour que l'échange demeure dialogique, l'enseignante a besoin de soutenir les enfants. Elle leur présente donc des situations variées, proposées dans le guide d'accompagnement, qui permettent aux enfants de se décentrer de leur expérience personnelle pour se concentrer davantage sur des concepts. Là, je vais te conter 2 petites histoires. Parce que Maxime est en colère et crie après Richie qui ne comprend pas. Pourquoi on crie quand on est en colère? Frédéric. Parce qu'on est fâché puis on n'aime pas ça. Mettons que Maxime, il crie après Richie, mais Richie, il comprend pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'oreilles. Comme ça, où il se bouche les oreilles. Ah non, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'appareil puis il attend mal. Non, c'est parce qu'il est sourd. Ben non. Ben oui, il est sourd. Ça veut dire quoi? Il est sourd, ça veut dire qu'il comprend rien parce qu'il n'y a pas d'appareil puis il n'entend rien. Mais donc, quand on est bébé, mais des fois on n'entend rien parce qu'on n'a pas d'appareil. Je suis pas d'accord avec Fred. Parce que quand on est sourd, là, quand on est bébé, on entend aussi. Parce que si on n'entendrait pas, je parle pas si on était bébé puis on n'entendrait pas, toute la vie on n'entendrait pas parce que Est-ce que crier, quand on crie, c'est toujours de la violence? Non. C'est sûr que tout le monde crie, c'est toutefois on se au hockey puis il y a quelqu'un qui compte un but. On crie. Lou, tu peux t'expliquer pourquoi crier, c'est pas toujours de la violence? Parce que des fois, on entend crier au gymnase pour encourager. Êtes-vous d'accord? Oui. Est-ce qu'on peut dire que crier, c'est jamais de la violence? Comme c'est pas toujours de la C'est que violence. tu regardes les amis? Mais oui, des fois, on crie des mauvais mots. Non, mais ici, elle a crié, c'est pas des mauvais mots. Non, mais quand, si elle mettons, crie à quelqu'un... Non, mais elle a crié ici, elle a pas... Est-ce qu'elle a dit des mauvais mots? Non. Non, mais... Ça veut dire que des fois, crier, c'est de la violence, des fois, c'est pas de la violence. OK. Après chaque séance, Suzanne vérifie s'il y a eu apprentissage et si les enfants en ont pris conscience. Aujourd'hui, le retour sur la séance montre que les enfants sont conscients de l'importance d'écouter les pairs et de partager leurs idées pour améliorer leur propre point de vue sur la question posée. Car
4e question, les amis. Est-ce qu'on est obligé de réfléchir un peu fort avec tout ce qu'on a discuté? Parce que je t'ai mêlé un peu dans ce que vous disiez. On réfléchirait beaucoup à cause qu'on fait ça, à cause qu'on réfléchirait beaucoup à cause que nous, on a fait un exemple, on a parlé beaucoup, on n'a pas laissé le tour à les amis. Ah. Êtes-vous d'accord? Non, on écoutait les amis. Si on n'avait pas écouté les amis, on n'aurait pas eu d'idée du tout. Ouais, on n'aurait pas fait la file, on serait en allée. Au mois de mai, lors de notre dernière visite dans la classe de Suzanne, nous avons observé que la qualité de l'échange s'était encore améliorée. Les enfants étaient plus autonomes et ils formaient désormais une communauté de recherche autour d'une question commune qui les préoccupait réellement, à savoir la distinction entre ce qui est vivant et non vivant. Dans le premier extrait, nous verrons que les enfants, engagés dans une communauté de recherche autour de la nature des roches, utilisent des habiletés de pensée complexes pour résoudre leurs problèmes, comme un syllogisme, un exemple, et ainsi de suite. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Oui. Il y a un ami qui a dit non. Eliane? Tout ce qui meurt, c'est vivant. Tout ce qui naît, qui grandit puis qui meurt un jour, ben c'est vivant. Comme des arbres. Ben oui, ça meurt. Oui, des arbres. C'est quoi? Oui. La roche chez nous, j'arrête pas de la regarder et jamais elle grossit même pas. Ben oui. C'est à peu près grosse demain. C'est peut-être vivant, mais on ne sait pas. C'est même pas vivant. On ne sait pas. C'est juste que c'est pas. Je voudrais savoir pourquoi Victor, tu dis que c'est même pas vivant? J'ai une grosse roche chez moi, là. Puis quand je donne un coup de pied dessus, là, ça me marre. Ben, elle, là, est plantée. Elle est collée sur le sol. Okay. Puis on peut pas lui donner un gros coup de pied parce qu'elle est trop lourde. OK. Puis tu dis qu'elle n'est pas vivante. Comme dans les montagnes, puis comme les roches, des fois, il y a des roches qui déboulent en avalanche, mais peut-être que c'est pas vivant, peut-être que c'est vivant, on ne sait pas. Les roches qui tombent en avalanche, c'est pas parce qu'ils roulent, c'est à cause du vent, ils roulent. Ouais, puis des fois, c'est quelqu'un qui a déclenché une avalanche. Quand les roches sont apparues, quand la Terre a commencé, est-ce que les roches étaient petites puis ont grandi ou si ils ont apparu petites, moyennes, c'est grosses comme ils sont là déjà aujourd'hui? Ah, est-ce que tu sais? Peut-être c'est des météorites qui ont cassé. Je suis pas sûre. Hey, Josiane, dans le caillard, c'est une roche magique. J'ai jamais vu une roche grosse. La magie, ça grossit jamais, moi. Après quelques 20 minutes d'échange sur cette thématique, Suzanne propose aux enfants une situation différente afin de stimuler d'autres réflexions. Tu sais, ce matin, j'ai regardé tantôt, puis je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que ma fleur est-ce que celle-là, c'est une vraie fleur réelle? Oui. Puis est-ce que celle-là, c'est une vraie fleur? Oui. Les deux. Pourquoi? Pourquoi on peut dire que c'est des vraies fleurs? Dans la séquence suivante, nous verrons que les enfants sont très motivés par la question qui est par ailleurs quelque peu ambiguë. De fait, c'est peut-être cette ambiguïté qui les fascine tant. L'échange que nous allons observer est appelé dialogique quasi-critique. Dialogique parce que les enfants construisent leurs interventions de façon pyramidale à partir des interventions des pairs, et quasi-critique parce que certains d'entre eux sont suffisamment critiques pour évaluer les points de vue émis par les pairs, mais que ces derniers ne sont pas suffisamment critiques pour s'autocorriger ou nuancer ou préciser leur point de vue suite aux commentaires reçus. Cet extrait de dialogue quasi-critique entre les enfants présuppose, comme nous le verrons, des habiletés de pensée complexes comme la proposition de critères, le syllogisme, l'opposition, le contre-exemple, et ainsi de suite. Est-ce qu'il est comme les vraies fleurs ou pas comme les vraies fleurs? C'est comment, les vraies fleurs?
les vraies fleurs, mais les pétales sont douces. Ah, ok. Puis ils se tiennent tout le temps droit, les fleurs. Ben oui, t'as raison. Je touche, c'est doux, puis elle se tient bien. Eliane? Tout ce qui meurt, comme celle-là, est fanée. Oui. Elle est vivante parce qu'elle a fané. Puis tout ce qui meurt, c'est vivant. Admettons comme une fleur, c'est comme une petite graine. Après, ça pousse un petit peu, encore. Puis après, ça devient une vraie fleur. Après, elle se forme, puis après, elle fane. Fait qu'elle est vivante. Parce que tout ce qui naît, en petite graine, C'est ça qu'on avait dit, hein? qui grandit et qui meurt un jour, ben c'est vivant. Êtes-vous d'accord, Bethany? Oui. Pourquoi t'es pas d'accord, Bethany? Parce que les fleurs, c'est pas vivant. Oui, c'est vivant. Ça meurt une fleur. Les fleurs de fraises, c'est vivant parce que après, ça devient des fraises rouges. Des fraises de fraises, des fleurs de fraises, c'est blanc. Le milieu, il est jaune, puis après, ça devient rouge. Donc, avec Jessiane. Avec Jessiane qui dit? Que les fleurs sont vivantes parce qu'elles sont vivantes. Ben, on les arrose, puis là, ils sont vivants parce que ça les nourrit, puis ils grandissent. Eliane? Mais chez nous, on a des crocus. Ma mère en avait au printemps, car le printemps a commencé comme dans la chanson là, qui s'en vient, le petit printemps. Là. Les crocus, ils étaient tous beaux, puis à un moment donné, ils étaient devenus plus foncés, puis ils penchaient tout par terre, puis ils étaient tous fanés. Ils étaient d'une couleur pas belle. Ils étaient fanés de Monsieur Tatillon. Ils étaient tous noirs. Ils étaient tous tombés. Est-ce qu'ils étaient... Mais quand ils sont toutes tombées, les fleurs, est-ce qu'elles sont encore vraies? Oui, mais sauf qu'ils sont morts. Parce que... Aussi, là, la fleur, elle se trouve. Et quand elle est morte, elle vit plus. Oui, elle vit encore. Quand elle est morte. Elle vit encore. Quand elle est morte. Hein, les amis, quand elle est morte comme ça, là, est-ce que c'est encore une vraie fleur? Oui. Non. Pourquoi, Bethany, c'est plus une vraie fleur? Parce que si elle se elle revient plus. Ouais, elle est verte. Et Bethany, les fleurs sont vivantes. Si les fleurs sont vivantes, il n'y aurait pas de racines. Il n'y aurait rien là. Il n'y aurait même pas de pissenlit dans ta cour. Même pas un pissenlit. À cause qu'il n'y aurait même pas de fleurs dans la vie. C'est sûr que des fleurs artificielles. C'est sûr que des pissenlits, c'est vivant. Ils ont des racines. Ouais, puis les abeilles viennent dedans. Ils viennent sentir les pissenlits. La fleur jaune n'est pas vivante parce que la tige est trop longue. Puis quand la tige est trop longue, on devrait voir les racines. Je suis pas d'accord parce que les tiges, il y en a des longues, il y en a des pas longues. Comme elle est pas longue, elle est longue. Et ça, c'est une vraie fleur. Mais il faut attendre parce que les racines, c'est long avec que ça pousse dans l'eau. Non, parce que les racines, ça pousse dans la terre. Pourquoi ça sent les racines? Et ça sert à les... Ariane? Ça sert à les faire vivre. Comment? Parce que les racines, là, c'est comme... ça les aide parce que quand on les arrose, ben, les racines boivent l'eau. Fait que là, ça nourrit la fleur. C'est ça, puis l'engrais aussi. Avec l'eau, ben, ça se mélange avec l'engrais. Puis là, les racines, ils boivent. Ben oui, parce que les racines travaillent. Pourquoi tu dis que les racines travaillent? Parce qu'ils boivent l'eau. Uh-huh. On donne à la fleur. Et quand la fleur est morte, ben, les racines, ils marchent plus. Ah non? Ils boivent plus l'eau, puis l'engrais. Parce que la fleur est morte. Ah, Ariane? Ben, sans la fleur jaune, puis après sans la fleur morte, peut-être qu'on va trouver la différence. Pour dire si elle est vivante ou pas vivante? Madame Stan, moi j'ai une idée. On n'a rien qu'à se passer, puis on n'a rien qu'à faire. Ça sera un petit peu long, ma grande, mais je vais le mettre au coin des sciences, on va pouvoir le
Dans ce vidéo, nous avons pu observer qu'au tout début de l'année scolaire, les enfants, à l'intérieur d'un échange anecdotique, étaient centrés sur leurs expériences personnelles et que leurs propos étaient très concrets. Puis, au fil des mois, les enfants ont amélioré leur façon d'échanger. Ainsi, dans l'échange monologique, ils étaient davantage centrés sur la question posée et ils réfléchissaient à des éléments de réponse, bien que chacun suivait son propre fil conducteur et parvenait peu ou pas à justifier son opinion. Le troisième échange, appelé dialogique, mettait en scène des enfants qui apprenaient à s'écouter mutuellement et à construire leurs interventions à partir des interventions des pairs. Finalement, dans l'échange dialogique quasi-critique, à la toute fin de l'année, les enfants étaient davantage capables de se centrer sur des concepts abstraits, comme le vivant et le non-vivant, et ensemble, ils tentaient de trouver des réponses significatives à leurs questionnements. Pour ce faire, ils apportaient des exemples, des contre-exemples, des justifications, des oppositions et ils recherchaient des critères. Nous espérons que ce document vidéo contribue à une meilleure compréhension des types d'échanges qui se manifestent lorsque les élèves utilisent l'approche de philosophie pour enfants.